Donc, rebonjour pour une autre vidéo sur MSP 113, douleur abdominale. Aujourd'hui, on va faire la révision totale de la diarrhée. Donc, aperçu global, la diarrhée, on a une diarrhée infectieuse, diarrhée de dysentérie, pseudomembraneuse, médicamenteuse, puis colite ischémique. Puis pour la diarrhée chronique, on a une diarrhée osmotique, sécrétoire, inflammatoire, stéatorée, puis motrice, puis on va voir toutes les pathologies qui sont impliquées là-dedans. Donc, sans plus tarder, on commence avec la diarrhée aiguë. Donc, les pathologies qui sont associées à la diarrhée aiguë. OK? Premièrement, on va regarder la diarrhée infectieuse aqueuse. OK? Donc, infectieuse veut dire qu'on a un pathogène qui est impliqué. Puis, aqueuse veut juste dire qu'elle n'est pas inflammatoire. Donc, ça va juste faire un peu comme une diarrhée sécrétoire. Donc, les pathogènes impliqués dans la diarrhée infectieuse aqueuse, ça peut être plusieurs, mais surtout ETEC, qui est le enterotoxic E. coli, Vibrio cholera, qui est le pathogène qui est responsable, ou la bactérie qui est responsable pour le choléra. C'est Vibrio cholerae. Rotavirus puis norovirus, puis ça, c'est deux virus. J'ai fait un tableau plus bas pour la méthode de transmission de tous ces pathogènes-là. Pour les signes et symptômes de la diarrhée infectieuse aqueuse, premièrement, c'est une diarrhée aiguë. Donc, ça veut dire que c'est moins de 4 semaines, si je ne me trompe pas, de diarrhée. Chronique serait plus haut que de 4 semaines. Les signes et symptômes, donc on a les mouvements intestinaux avec selle molle et aqueuse, donc c'est ça, une diarrhée. J'ai fait comme un petit bonhomme, là, à quoi ça ressemble. Des crampes abdominales, nausées, vomissements, fièvre, puis déshydratation. Donc, juste pour un petit comme heads up de quoi mon dessin vous dit, là. Ça, c'est le nausée, vomissement et nausée, là, ensemble. Ça, c'est la déshydratation. Le rouge ici, c'est la fièvre. Ça, c'est douleur abdominale. Puis des fois, je dis comme que c'est quoi là? C'est crampiforme inférieur. Puis ça, c'est la diarrhée. Puis ça veut dire que c'est aqueux. Donc, la pathophysio dépend du pathogène en question. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, je passerai aux bactéries après, aux pathogènes spécifiques. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que les toxines qui sont sécrétées par les pathogènes vont augmenter la quantité de Cl qui est sécrétée. Puis l'eau va suivre le Cl, ce qui va faire une sécrétion. Donc, une augmentation de sécrétion qui fait la diarrhée. Ou on a des pathogènes qui vont comme aller directement détruire la muqueuse, puis ça va augmenter les sécrétions. Pour le traitement, c'est traiter la cause. Donc, si on a une bactérie, d'habitude, c'est des antibiotiques. Sauf pour le enterotoxic E. coli, parce que les antibiotiques le rendent pire. Puis, pour le viral, d'habitude, c'est repos ou hydratation. Donc, se réhydrater. J'ai fait un petit tableau ici, en bas à droite. C'est juste comme des petits mots, là, puis un peu à quoi ça veut dire, ou des marqueurs, là. Donc, je vais juste passer à travers ça rapidement. FSC, c'est la formule sanguine complète. Puis ça permet de déterminer le taux d'hémoglobine pour l'anémie. L'élévation des globules blancs dans l'infection et l'inflammation. L'élévation des plaquettes, donc la thrombocytose. Donc, en gros, c'est comme globules blancs, plaquettes, puis hémoglobine. La CRP, c'est la protéine C-réactive ou C-reactive protein en anglais. Puis, elle permet de déterminer l'élévation dans l'inflammation. Donc, d'habitude, si on a une hausse de CRP, ça veut juste dire, c'est un marqueur qui veut dire qu'il y a une hausse d'inflammation. La TSH, la Thyroid Stimulating Hormone, c'est une hormone de la thyroïde qui influence la motilité digestive. Je pense que ça veut dire que si ça augmente, la motilité digestive aurait augmenté. Je pense qu'une hausse de TSH pourrait mener à la diarrhée. Si je me souviens bien. La créatinine, c'est un marqueur de la filtration rénale. Donc, une hausse de créatinine dans le sang voudrait dire qu'il y a une déshydratation parce que le rein ne fait pas vraiment bien sa job.
Ouais, en gros, c'est ça. Pour les électrolytes, on a comme le sodium, le potassium, le chlore. Puis eux peuvent se débalancer dans les pertes digestives de liquide. Donc, ça peut être aussi juste de les checker, voir s'ils sont en ordre. D'habitude, c'est une base en électrolytes, j'assume, parce qu'on les perd. Les ATTG, c'est des anticorps antitransglutamineuses. OK, j'avais la misère pour celle-là, là. Mais ATTG, c'est l'anticorps pour le TTG. Puis le TTG, c'est le tissue transglutaminase. Donc, le ATTG, c'est l'anticorps pour le tissu transglutaminase. Fait que l'ATTG, si ça hausse, d'habitude, c'est un signal dans la maladie cœliaque, qu'on va voir plus tard. Mais c'est l'anticorps de type IgA, spécifiquement. Puis, fait qu'il doit être dosé avec des anticorps. Il doit être dosé avec le dosage des IgA totaux. Donc, pour le monde que, comme naturellement, ils ont des taux de IgA qui sont bas, on va avoir la difficulté à voir le ATTG. Donc, d'habitude, ils vont doser ça avec le IgG, si je me souviens bien, au lieu de IgA. Donc, c'est juste de dire que pour le monde qui a la maladie cœliaque, on va voir ça plus tard, mais ils développent des anticorps qui attaquent leur propre muqueuse intestinale en présence de gluten. Donc, ils vont avoir des hauts ATTG. C'est juste ça. C'est de le dose. C'est voir que c'est des anticorps spécifiques. Puis la calprotectine fécale, c'est un peu comme la CRP, là. Ça démontre qu'il y a de l'inflammation dans l'intestin, mais on ne sait pas de quelle origine. Fait que c'est une protéine qui est sécrétée par les leucocytes qui est dosée dans les selles. Les neutrophils ne sont normalement pas présents en quantité significative dans la muqueuse intestinale et dans les selles, mais lorsque l'intestin est inflammé, il y a colonisation de la muqueuse intestinale par nombreuses leucocytes. Donc, la destruction de la muqueuse entraîne la libération de cellules dans la lumière intestinale ainsi que la calprotectine des leucocytes. Donc, c'est ça. La calprotectine fécale, elle est sécrétée par les leucocytes. Donc, si elle est là, il y a probablement une inflammation quelque part. Donc, en gros, c'est ça. Puis c'est ça, on va voir le tableau plus bas tantôt pour voir la méthode de transmission. Mais en gros, infectieuses, d'habitude, on les appelle aussi non invasifs parce que ils vont vraiment juste sécréter des toxines qui ne vont pas aller nécessairement agresser la muqueuse plus que ça. Donc, ETSC, Vibrio cholera, rotavirus, norovirus. OK. Maintenant, pour la dysentérie. La dysentérie, c'est comme la définition de ce mot-là, c'est une diarrhée sanglante d'inflammation, accompagnée d'inflammation. Donc, les pathogènes qui sont impliqués sont des organismes qui sont invasifs, comme par exemple Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter, puis Entamoeba histolytica. Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter, c'était des bactéries, puis l'Entamoeba histolytica, c'est une parasite. Ouais. Encore, voir le tableau pour les méthodes de transmission, on va tout pour ça. Les signes et symptômes de la dysentérie, c'est de la diarrhée intense, sanglante, puis il y a du mucus aussi, parce qu'on est en train de briser la muqueuse, donc beaucoup de mucus qui descend. Puis voici le petit bonhomme. Donc, il y a la fièvre, il est déshydraté, il vomit, il y a de la nausée, douleur abdominale, crampiforme inférieure, lui aussi. Tu as des selles avec du sang, puis du mucus. Puis urgence fécale, là, on voit que comme ici, il était comme normal, mais ici, là, il a vraiment besoin d'aller, là. Donc, ça aussi, ça peut être un signe et symptôme. Ben, ça peut être un autre symptôme ou signe. Je regarde juste pour la douleur. Ouais, OK. Là, quand j'y pense, je sais pas si c'est une douleur crampiforme, nécessairement. Juste douleur abdo. Donc, ça sera juste regarder ça. OK. La pathophysio, encore, ça dépend du pathogène, mais implique des méthodes d'invasion et d'inflammation. Exemple, envahir la muqueuse. Puis cette invasion, elle, va déclencher une réaction inflammatoire. Parce que là, on est vraiment en train comme détruire des cellules. On n'est pas juste en train de faire un effet sécrétoire. La destruction de ce tissu, qu'est-ce qu'elle fait, là, un peu, c'est qu'elle va libérer du sang et du mucus dans les selles. Fait que quand on vraiment brise les tissus, on va aller comme creuser, puis ça peut toucher
un vaisseau sanguin. Puis c'est là où est-ce que ça va vraiment faire du sang être libéré. Puis le mucus, ben, c'est parce que comme on est en train d'étudier la muqueuse, puis la muqueuse a du mucus dessus, fait que ça va finir par descendre dans les selles. Puis si les pathogènes vont pénétrer dans le sang comme tel, là, ça va faire des effets systémiques. Donc, la fièvre, c'est parce qu'il y a l'inflammation, mais effet systémique, ça peut juste faire comme des problèmes ailleurs dans le corps. Puis encore ici, le traitement, c'est de traiter la cause. Donc, bactéries, ce serait des antibiotiques en général. Pour les parasites, c'est le métronidazole, qui est un antibiotique, mais il fonctionne très bien pour ce parasite-là, qui est l'Entamoeba histolytica. Puis la réhydratation encore, parce que dans tous les cas, là, la diarrhée, ça peut être très dangereux parce qu'on perd beaucoup d'eau. Donc, c'est bon de réhydrater, mais aussi avec des électrolytes pour faire sûr que l'eau reste dans le corps, puis elle peut juste sortir par la suite. Pour la diarrhée pseudomembraneuse, les pathogènes qui sont impliqués, c'est le Clostridium difficile spécifiquement. Ça, c'est une bactérie. Puis, on va voir le tableau pour voir les méthodes de transmission. Les signes et symptômes, c'est une diarrhée aqueuse sévère. Donc, dans ce cas ici, il n'y a pas de sang. En général, il n'y a pas de sang. Tu as des douleurs abdominales, comme dans le petit dessin, la fièvre, c'est la fièvre, douleur abdominale. Présence de pseudomembrane. Pseudo, ça veut dire comme fake. Donc, tes petites fake membranes. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est... vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est des débris cellulaires, puis du mucus, de la fibrine, tout ensemble. Ça fait comme une allure comme... Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ça regarde vraiment intéressant. Je pense que c'est la muqueuse de l'intestin, ça. Je suis pas vraiment sûre parce que c'est... mais on voit ça à la coloscopie. Ça, j'assume que c'est la membrane. C'est ça. Donc, il n'y a pas de sang, puis plus ou moins du mucus qui va descendre aussi. La pathophysio, le Clostridium difficile physiquement, c'est un organisme qui est une bactérie qui est opportuniste. Donc, elle attend lorsque la flore est comme un peu déstabilisée, puis elle va prendre la relève. Donc, dans le cas de l'utilisation d'antibiotiques, c'est là où ça va vraiment comme perturber la flore, là. Donc, suite à l'antibiothérapie, c'est ça là où est-ce que le C. diff va proliférer. Puis, le C. diff, il va produire plusieurs toxines, surtout toxines A et B. Puis, ces deux toxines-là vont provoquer la nécrose des cellules épithéliales, qui va augmenter la perméabilité intestinale, qui va faire la perte de liquide. Puis, à la fin, ils vont juste endommager la muqueuse. C'est ça qui fait que c'est sécrétoire. Le traitement, c'est des antibiotiques pour les personnes qui sont immunosupprimées. Mais ça peut aussi être de donner des probiotiques parce qu'on sait que la cause aurait probablement été la perturbation de la flore. Donc, essayer de faire en sorte qu'on donne un milieu vraiment bien pour la flore intestinale de se rebâtir. Les probiotiques vont vraiment bien faire ça. Puis, évidemment, arrêter la cause qui était l'antibiotique initial. Puis, pour détecter le C. diff, ça peut être une culture de sel. Parce qu'on sait bien que des anticorps qui sont dans le sang peuvent être présents même après l'éradication de la bactérie. Surtout pour H. pylori, là. Mais c'est juste bon de toujours checker dans les cellules, c'est là où on trouve l'antigène. Puis des mesures d'hygiène. Parce que le C. diff, on va voir ça plus tard encore, mais le Clostridium difficile, c'est une bactérie surtout que le monde va développer comme en situation nosocomiale. Donc, s'il se trouve dans l'hôpital, c'est là où je pense que c'est comme une des maladies qui va arriver le plus souvent, là. Donc, il faut vraiment faire ça qu'on met des mesures d'hygiène pour faire sûr que les patients qui sont là ne vont pas l'avoir. Puis juste comme petit side note, là, pour comme rappel de où est-ce qu'on aurait vu le C. diff avant. C'était dans un des ateliers de MSP 145 où on a fait le lavage des mains. Le C. diff, c'est comme la seule bactérie qu'on ne peut pas mettre juste du Purell, puis ça ne va pas l'enlever. Il faut vraiment qu'on se lave les mains avec du savon puis de l'eau. Contrairement à comme tous les autres pathogènes qu'on peut juste utiliser du Purell, puis ça ferait l'affaire. Donc dans ce cas-là, ça ne marche pas. Juste comme petit rappel. OK, on passe à la diarrhée médicamenteuse. Donc, elle, pathogène, c'est les médicaments. Par exemple, les laxatifs. Les laxatifs, c'est des médicaments qui vont
Des médicaments qui vont faire... Je pense que ça fait bouger les intestins. Oui, donc l'effet laxatif, c'est juste le fait d'augmenter la sécrétion d'eau. Ouais, je pense que effet laxatif, tout ce que ça veut vraiment dire, c'est que va faire en sorte qu'il y a de l'eau qui va se rendre. Donc, les médicaments qui vont comme attirer l'eau, ça va faire une diarrhée aqueuse. Des antibiotiques qui peuvent causer, comme tellement c'est médicamenteux, mais c'est exactement ce qu'on a vu juste avant, là, la pseudomembraneuse, donc causée par C. diff. Des antiacides qui contiennent le Mg, puis le Mg c'est actif osmotiquement, qui va faire apporter de l'eau, qui va faire cette sécrétion-là. Donc, c'est ça, il y a juste comme plein de médicaments. C'est quelque chose d'assez comme vague, là, mais c'est juste de dire qu'il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que la personne aura une diarrhée due à des médicaments. Puis, les signes et symptômes, c'est la diarrhée, mais encore, les signes et symptômes dépendent de quelle cause que c'est. Parce que, par exemple, en gros, ça va être sécrétoire, là, mais c'est ça. Puis, la pathophysio, encore, ça dépend du pathogène là, qui est en question. Puis, le traitement, c'est, j'espère que c'est évident là, d'arrêter le médicament qui le cause, là, puis trouver une alternative. Puis, ça peut être des probiotiques, si on aurait besoin de... Si ça aurait été dû au C. diff. L'opéramide pour arrêter la diarrhée. On va voir après, c'est un antimotilité. Donc, il va diminuer la motilité de l'intestin pour faire ça qu'on a le corps a comme le temps de tout absorber avant que ça passe tout vraiment vite. Puis, la réhydratation, parce que la diarrhée cause la déshydratation. Donc, c'est ça, en gros, c'est vraiment juste de trouver une alternative aux médicaments qui causeraient cette diarrhée-là. La colite ischémique. Ischémique, ça veut dire arrêt d'apport sanguin. Puis colite, c'est inflammation du côlon. Donc, les pathogènes qui sont impliqués dans la colite ischémique, c'est pas vraiment des pathogènes, c'est plus comme des causes, mais j'avais écrit ça de même. On a l'occlusion vasculaire. Occlusion, ça veut dire blocage, qui peut être causé par l'athérosclérose, qui est comme l'épaississement un peu du vaisseau, qui fait en sorte que il y a comme moins de place au sang à passer. Ou des embolies. Embolies, c'est comme carrément comme des blood clots. Là. C'est vraiment des caillots, là, genre, qui bloquent le vaisseau sanguin. Puis, c'est ça, on parle de vaisseau sanguin ici parce que c'est une colite ischémique, ça veut dire qu'il y a un manque d'apport de sang. Donc, comment est-ce que le sang peut, comme, pas vraiment se rendre? C'est quelque chose qui bloque. Ou suite à un débit de perfusion colique diminué, donc comme une hypotension, juste le fait que le sang n'arrive pas assez vite, qui peut être causé par l'hypovolémie, donc le volume de sang est diminué, puis le volume de sang diminue et ça peut être une déshydratation. C'est comme ça que j'avais mis là. Puis choc aussi. Donc, comme n'importe quel moment où est-ce que le corps aurait comme moins de sang que d'habitude, il y a moins de sang qui se rend au côlon, qui fait en sorte qu'il y aurait une colite ischémique. Les signes et symptômes de ceci, c'est un tableau aigu avec douleur abdominale lors du trajet colique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le dessin ici. C'est vraiment comme tout là. C'est là où le côlon, ça va faire mal. Puis, c'est accompagné de rectoragie. Rectoragie, c'est des segments qui sont dans le rectum, puis comme dans l'anus, comme directement là. Ça va vraiment être du sang vif là, parce que c'est pas digéré. Donc, ça va être vraiment assez rouge vif. Puis de la diarrhée, bien entendu, parce que c'est ça qu'on parle toujours de diarrhée ici. La pathophysiologie, c'est une diminution du flux artériel colique qui est d'habitude supplié, supplied par la mésentérique inférieure. Puis ça atteint surtout les régions de bas débit, donc des régions où en général il y a comme moins de sang là. Donc l'angle splénique qui est en haut ici, ou l'angle recto-sigmoïdien. C'est là en gros où est-ce que ça pourrait arriver. Pourquoi est-ce que ça fait de la diarrhée? Je pense que c'est juste le fait qu'il n'y a pas assez... Comment ça marche? C'est qu'à cause qu'il n'y a pas assez de sang qui se rend, là, les cellules commencent à mourir, right? Quand les cellules commencent à mourir, ça va déclencher une réaction inflammatoire. Puis quand la réaction inflammatoire vient, c'est comme à détruire la muqueuse encore plus. Qui fait en sorte qu'il y a comme des problèmes d'absorption. Je pense, en gros, c'est comme problème d'absorption, mais en même temps, ça saigne parce qu'il y a une rectoragie, parce qu'il n'y a pas assez de sang, puis... En tout cas, c'est comme toute une affaire. Mais c'est ça, en gros, la diarrhée... D'habitude, quand il y a comme un problème dans l'intestin ou le côlon, ça
ça va mener à la diarrhée. Mais c'est ça. Le traitement, c'est la réhydratation IV parce que ça pourrait être comme on l'a vu ici, c'était comme une cause. Ça pourrait être une cause, donc donner plus d'eau. Des analgésiques parce qu'il y a de la douleur, donc ça peut atténuer la douleur. Des antibiotiques si s'il y a une infection après. Puis en cas de nécrose, vraiment, là, comme ça revient plus, là, pas de régénération, on peut faire une chirurgie, une ablation de la partie en question. Puis pour l'imagerie, pour comme savoir, diagnostiquer, on peut faire une écho abdominale. Ça peut démontrer la diminution du flux sanguin. Puis la première modalité imagée, la meilleure, serait le TDM, donc le scan. Puis ça peut montrer bien la circulation sanguine, puis l'état du côlon aussi, là. Puis c'est bien parce que c'est comme, oui, il y a de la radiation, mais c'est pas invasif. Donc, on rentre pas dans la personne, on reste à l'extérieur. Puis deuxièmement, la coloscopie, c'est toujours... coloscopie est toujours bien pour bien voir, mais c'est ça, c'est invasif. OK. Maintenant, on va regarder le tableau des bactéries. Donc, c'est ça, on a bactéries, virus, puis parasites. Donc, commençons avec les bactéries. Donc, c'est ça, j'avais comme divisé ça en des diarrhées non invasives, puis, diarrhées, les pathogènes qui sont non invasifs, puis les pathogènes qui sont invasifs. Donc, premièrement, c'est ça, j'avais écrit ici, là, des bactéries qui sont, des diarrhées qui sont infectieuses sont causées par des agents pathogènes. Peut-être ici, c'est des agents pathogènes. OK. J'avais dit, c'est techniquement, ça serait là-dedans. Ce qui est comme invasif, mais en même temps, il fait pas quelque chose de sanguin, là. Fait que... En tout cas. ETEC, c'est le E. coli entérotoxique. C'est une bactérie de gram négative. Elle sécrète des entérotoxines LT et ST. Puis on va voir, chacune sont quand même assez responsables pour des affaires spécifiques. Elle est le plus souvent associée à la traveler's diarrhea. Puis, elle se transmise par contact fécal ou oral. Puis, c'est une diarrhée qui est sécrétoire, donc pas sanglante. Puis, comment est-ce que ça se fait? On a des toxines LT puis ST, OK? LT vont activer l'adénylate cyclose, qui est une enzyme. Puis, elle va aller transformer l'ATP en AMPC. Donc, ça va augmenter la quantité de AMPC. Puis, les AMPC, je pense qu'en partie, sont comme responsables de sécréter des ions Cl- dans la lumière, puis ils vont moins absorber les Na+. Puis, quand on sécrète des Cl- dans la lumière, ça va apporter l'eau par osmose, je crois. Ou, l'eau va juste avoir tendance à suivre les électrolytes. Donc, ça va faire une diarrhée sécrétoire. Puis la toxine ST, c'est la même chose, c'est juste qu'elle va activer la guanylate cyclose, donc il faut augmenter la GMPC, puis ça va faire la même chose. LT, c'est comme heat level toxin, puis ST, c'est heat stable. Donc, je sais pas vraiment si c'est relevant à ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est juste pour savoir qu'ils ont un nom, là. Ensuite, la Vibrio cholerae, c'est le pathogène responsable pour la choléra, aussi gram-négative. Anaérobie facultative, donc elle a pu faire les deux, anaérobie ou aérobie. Puis la toxine qu'elle a fait, c'est la cholera toxin, donc CT. Puis, même chose, elle va augmenter la AMPC de la même façon, puis ça va faire une diarrhée sécrétoire. Puis, elle aussi, elle est transmise par contact oral et fécal. Puis, elle n'est pas résistante à l'acide. Ouais, je sais pas si c'est très pertinent, hein, mais... En tout cas. OK, maintenant pour la diarrhée invasive ou les pathogènes qui sont invasifs, on a le Campylobacter, qui est un gram neg, lui, il est aérobie. Je pense que c'est le seul qui est aérobie, le reste sont anaérobiques. Celle qui nous concerne spécifiquement, c'est le Campylobacter jejuni. Lui, va faire du dommage tissulaire, donc ça va faire en sorte que ça va augmenter l'apport sanguin, donc augmenter l'inflammation. Puis, d'habitude, la fièvre, c'est comme environ 7 jours. C'est comme assez long, je pense. C'est ça qui est comme assez caractéristique avec le Campylobacter. Pour la salmonella, ou salmonelle en français, c'est aussi gram-neg, mais celle-là est anaérobique. Elle est résistante à l'acide. Certaines sont résistantes à l'acide. Il y a plus tu as besoin d'être exposé plus longtemps
comme normal, si on compare à Shigella, par exemple. Donc, ça prend vraiment assez d'exposition pour la contracter. Puis la contraction se fait à travers le volaille qui n'est pas assez cuit, comme le poulet ou des œufs, je crois. Puis, c'est la même chose, ça fait du dommage tissulaire, donc augmente l'inflammation puis le sang. La passe sanguin. Shigella, Garamneg, anaérobie, elle est résistante à l'acide, je pense plus. Puis elle n'a pas besoin de beaucoup de temps d'exposition. Elle va envahir les cellules M spécifiquement dans l'intestin, je crois, ou le côlon. Puis elle aussi, elle résiste la phagocytose, augmente l'inflammation, puis se propage via les jonctions serrées. Donc, assez invasif, celle-là. Le EHEC, c'est le entéro-hémorragique E. coli. Donc, hémorragique dans le nom, on sait que ça va être sanglant. Gram-nègre, anaérobie, transmission via le bœuf cru, les légumes verts. Assez sanglant, là, très sanglant. Puis, elle va faire des Shiga-like toxins. Puis, des lésions AE, donc adhérents invasifs. Je pense que ça veut dire que comme ça s'adhère vraiment à la muqueuse, puis c'est pour ça que c'est très invasif, là. Puis, augmente l'inflammation. Puis, C. diff, qui est comme techniquement dans les deux, parce qu'il fait pas vraiment de sang. C'est gram positif, donc ça, c'est différent des autres. Anaérobie. Diarrhée beaucoup moins sanglante, causée par des antibiotiques, surtout la clindamycine. C'est de l'air qui la cause. Plus grand risque dans les hôpitaux, donc une infection nosocomiale. L'odeur des selles est comme particulière, apparemment, comme le monde peut vraiment sentir, là, comme ils savent que cette personne-là a du C. diff. Puis, on peut utiliser les antibiotiques pour les personnes plus vulnérables, comme on l'a dit plus tôt. Pour les virus, on a rotavirus puis norovirus. Rotavirus, premièrement, sont tous les deux des virus ARN, je veux dire. Sont tous les deux pas enveloppés. Puis, rotavirus, lui, infecte les entérocytes qui tapissent la muqueuse. Ça endommage les cellules épithéliales, ce qui fait qu'il y a une malabsorption de nutriments qui fait une diarrhée aqueuse. Puis, elle produit aussi des toxines qui vont faire la diarrhée aqueuse. Donc, c'est ça en gros qui se passe. Pour le norovirus, lui infecte les cellules épithéliales intestinales qui fait une inflammation, puis la perte de l'intégrité de muqueuse, puis là provoque la sécrétion accrue de fluide qui fait une diarrhée aqueuse. Fait que tous les deux font une diarrhée aqueuse. Il y en a une qui fait qu'il y a comme une malabsorption de nutriments. Puis l'autre fait plus une sécrétion accrue de fluide. Fait que je dirais vraiment que c'est ça qui les différencie. C'est que celle-ci, c'est endommage les cellules, fait que t'as une malabsorption. Puis celle-ci, c'est perte de l'intégrité, donc provoque sécrétion accrue. Je dirais que c'est vraiment ça qui les différencie. Puis c'est ça, le norovirus, apparemment, vomissement. Je pourrais donner le truc de Novo. Ok. Je vais me rappeler de ça moi-même. Pour le parasite, c'est vraiment juste l'Entamoeba histolytica qu'on a besoin de savoir, qui est un protozoaire. Lui se transmet par fécal oral, transmission fécal oral, donc eau contaminée ou par l'environnement. Comme du monde qui lave leurs légumes, par exemple, avec de l'eau spécifique qui aurait été contaminée, ils peuvent le contracter. Puis eux, ils se transforment en quelque chose d'autre spécifiquement, puis là, ils attaquent la muqueuse, puis détruisent les tissus, font des ulcérations. Donc, elle a fait vraiment une réaction inflammatoire. Donc, elle serait invasive. Donc, en gros, ETEC, Vibrio, choléra, les autres sont non invasifs. Campylobacter, Salmonelle, Shigella, EHEC sont invasifs. C. diff, qui va faire comme... Ça va être des... OK, je vais me reprendre. Ça, c'est une diarrhée infectieuse aqueuse. Ceux-là, c'est des diarrhées qu'est-ce que ça s'appelle? Dysenterie. C. diff va faire la pseudomembranneuse. Les rotavirus, norovirus vont faire aussi la même chose que ici, là, qui est le...
diarrhée infectieuse aqueuse. Puis le parasite, elle va faire la dysenterie aussi. OK? Et là, on commence avec la diarrhée chronique. Donc, les pathologies dans la diarrhée chronique, on a l'intolérance au lactose, premièrement. Donc, pathogène impliqué, ben, vous allez deviner que c'est le lactose qui est impliqué. On a une insuffisance de lactase. So, le corps, d'habitude, il y a comme une mutation sur le gène, je pense que c'est le gène galacte ou quelque chose. Quand il y a une mutation de ce gène-là, quand on forme la lactase, elle est formée, elle ne fait pas sa job, elle ne sait pas comment faire sa job parce qu'elle est mutée. Donc, le lactose, d'habitude, quand c'est un sucre, okay, un disaccharide, puis lui, il a besoin d'être transformé par la lactase en glucose et galactose, qui sont des monosaccharides. Les monosaccharides, on peut les absorber dans le corps. Les disaccharides, on ne peut pas. Donc, chez les personnes qui sont intolérants au lactose, c'est vraiment parce que ils ne produisent pas des bonnes lactases qui vont aller vraiment dégrader ou hydrolyser leur lactose, qui fait en sorte qu'ils se prennent avec du lactose dans leur côlon, qui n'est pas supposé être là, aurait dû être absorbé dans l'intestin grêle. Fait que quand tu as du lactose dans le côlon, le lactose est activé osmotiquement. Fait qu'il va faire apporter l'eau dans le côlon. Donc, ça va faire comme une diarrhée. On appelle ça une diarrhée osmotique, mais vraiment, c'est une diarrhée osmotique et c'est comme sécrétoire parce que techniquement, c'est l'eau vient... Ben, finalement, c'est une diarrhée aqueuse, OK? Donc, c'est une diarrhée osmotique parce que l'eau est entraînée par osmose à travers la membrane parce que le lactose se trouve là. Puis, c'est aqueuse parce que c'est ça, il n'y a pas de sang. On a aussi du gaz là, qui accompagne du monde qui ont du gaz. Quand ils ont une intolérance, puis ils boivent du lait ou ils ingèrent du lactose dans n'importe quelle façon. Puis c'est parce que le lactose ici, il est fermentable. Donc ça veut dire que les bactéries vont aller comme le manger, genre, puis les autres vont libérer des gaz qui sont la flatulence que nous autres, on éprouve. Ben, les personnes qui sont intolérantes au lactose éprouvent quand ils mangent du lactose. Quelque chose de spécifique à la diarrhée osmotique. Le gap osmotique, quand tu fais le calcul, est plus haut que 50 mmol par litre. Le calcul, si je me souviens bien... Attends, je vais sortir. Là, je l'ai. C'est comme... Il y a une formule spécifique. Je pense que c'est mieux de savoir c'est quoi. Mais la formule, c'est 200... Donc, pour calculer le gap, c'est 290. Il en fait moins 2 fois... je vais faire la parenthèse. 2 fois la concentration de Na plus la concentration de K. Plus. Je pense que c'est ça. Donc, les brackets, ça veut juste dire la concentration. Puis, c'est comme ça que tu calcules le gap, là. Puis, essentiellement, si le gap est plus haut que 50 mmol par litre, environ, là, c'est ça comme une des valeurs. Il y a plusieurs valeurs partout. Mais si c'est plus haut que 50, ça veut dire que c'est osmotique. Puis, si c'est plus bas que 50, on va voir que c'est sécrétoire. Puis, ce qui est spécifique avec osmotique, c'est que si on cesse de manger, la diarrhée va arrêter. Donc, elle va cesser au jeûne. Mais pour la diarrhée sécrétoire, non, elle ne cesse pas au jeûne. Donc, avec le jeûne, en gros, la diarrhée osmotique, elle va cesser, mais si elle est sécrétoire, elle ne va pas cesser au jeûne. La physiopathie, j'ai littéralement juste de l'expliquer. Donc, le lactose est présent dans la lumière du grêle, ce qui attire l'eau et les ions. Donc, c'est ça, le lactose est présent dans la lumière du grêle. Donc, c'est là où il va attirer de l'eau et des ions parce qu'il est actif osmotiquement. Puis, ça va faire de la diarrhée. Puis là, dans le côlon, c'est là où il va être fermenté par les bactéries puis faire des gaz. Le traitement, c'est le... J'ai mis vraiment comme... C'est qu'on trouve à la pharmacie parce que j'avais fait une expo science une année. Puis c'est vraiment ça qu'on avait utilisé. Ça s'appelle Lactaid. C'est vraiment juste du lactase... ça dit littéralement lactase enzyme. Donc, c'est juste l'enzyme qui va comme aider le corps. Mais elle, au lieu, elle va le dégrader dans l'estomac, j'assume, parce que c'est là où est-ce que le médicament fait sa job, là. J'ai pas vraiment lu beaucoup là-dessus, mais en tout cas, tout ce que t'as besoin de savoir, c'est vraiment du lactase qu'on donne, qui est comme pas fait par le corps. Ou tu peux arrêter les produits laitiers, mais si t'aimes vraiment le lait, là, ben, tu peux prendre un peu de Lactaid. Les tests paracliniques. On peut faire le test respiratoire à H2. Ça augmente si la personne aura une intolérance.
Puis, on peut aussi faire le dosage de lactase dans la biopsie de grêle. Tu vas voir qu'il y a comme vraiment pas... Je sais pas si c'est lactase ou lactose que ça devrait être. Je me sens comme si ça devrait être le dosage de lactose, mais... Je suis pas vraiment sûre. OK. Puis je pense que c'est pas mal tout pour l'intolérance à la lactose. Quoi ce chat-là? Je vais comme détruire mon sac à dos. OK. Non! Kiki, go away! She's so good. Oh, you're so cute. C'est même pas mon chat. Il faudrait couper cette partie-ci aussi. OK. C'est ça. Donc, diarrhée cholérétique. La diarrhée cholérétique, OK, moi j'avais fait un gros bobo là. Moi je croyais que ça fait rapport avec le choléra. Ça n'a pas rapport avec le choléra. Cholérétique, ça fait rapport cholédoque. OK? C'est au sel biliaire. Donc, les pathogènes qui sont impliqués, c'est l'augmentation de sel biliaire dans l'intestin qui stimule la sécrétion liquide dans le côlon. Parce que les sels biliaires, c'est des sels, fait que l'eau va sortir, c'est comme le Cl-, là, ça va sortir par juste tendance de suivre. Signes et symptômes, c'est une diarrhée sécrétoire, pas osmotique. Donc, si on jeûne, ça continue, là. Puis le gaz osmotique est plus petit que 50 mmol par litre. C'est ça. Pour le dessin, tu vois, la personne a une urgence fécale, la personne a une douleur abdominale, a des gaz. Je sais pas s'il y a des gaz. Je sais pas si j'avais juste oublié d'effacer. Oh my god. Diarrhée cholérétique. Diarrhée sécrétoire, sel, aqueuse, liquide, douleur abdo, urgence fécale. Ouais, je pense pas qu'il y a des gaz. Je pense que je l'avais oublié. OK. Donc, c'est ça. La pathophysio, c'est ça. C'est lié à des troubles de réabsorption de sels biliaires à l'iléum terminal. Fait que les sels biliaires sont supposés être absorbés à l'iléum terminal. Ça fait pas ça. Donc, les sels biliaires se retrouvent dans le côlon. Puis, comme qu'on avait vu, ça irrite la muqueuse, puis ça stimule la sécrétion de liquide et électrolytes. Des causes de ça, c'est la résection iléale. Donc, on va voir ça après, mais le problème du grêle court fait en sorte que c'est la place où certaines substances auraient dû être absorbées ne le font plus. Donc là, ils se retrouvent dans le côlon, puis là, ça fait des effets sécrétoires. Crohn's aussi fait ça. Puis, petit rappel, on avait vu ça dans la capsule précédente. On avait parlé de sels biliaires puis leur absorption. Puis on avait dit que la FGF, donc la Fibroblast Growth Factor, je crois que c'était. Donc le Fibroblast Growth Factor 19, s'il diminue, ça augmente la sécrétion ou la production de sels biliaires à partir du cholestérol. Donc, si ça diminue, ça fait en sorte qu'il y a plus de sels biliaires qui est produit. Puis ça peut comme aussi mener comme on va voir que le monde là parfois aurait juste comme trop de sels biliaires. C'est pour ça qu'ils se font pas tout réabsorber, donc ils se retrouvent dans l'intestin, qui fait en sorte que se retrouvent dans le côlon, qui fait un effet sécrétoire. C'est juste comme un petit rappel de faire des liens entre ce qu'on avait appris. Puis le traitement, c'est la cholestéramine, qu'on verra aussi plus tard pour les médicaments. C'est une résine chélatrice. Okay. Une résine chélatrice, ça veut dire que c'est une résine qui va faire lier les molécules puis des ions à des ions métaux. Je pense que dans ce cas ici, les sels biliaires... les sels biliaires auraient été un ou l'autre. Mais je pense que c'est vraiment juste que dans ce cas ici, c'est que la résine chélatrice, elle va faire lier les acides biliaires un à l'autre, qui en sorte qu'ils vont pas... comme ils vont pas se faire absorber, mais le but, c'est juste de les faire toutes comme collecter ensemble pour qu'ils ne vont pas agresser la muqueuse
ils vont juste rester en clumps puis être excrétés. Fait que ça va comme pas faire leur effet sécrétoire. Je pense, je sais pas si c'est le même médicament, mais il y en a une qui comme couvre un peu les selles biliaires. Je sais pas si c'est peut-être celle-ci, là, la résine. C'est qu'elle va aller comme autour des selles biliaires puis comme masquer leur effet de apporter de l'eau. Pas mal ça, c'est celle-là ou un autre, là, mais... donc, c'est ça. Ça lie les acides biliaires. Ou les selles biliaires. Il faut que ça s'appelle les acides biliaires. Puis ça diminue leur effet irritant collant. Puis, un autre traitement, ça peut juste être s'alimenter moins en graisse parce que on sait que plus que de graisse, le plus que ça va faire sécréter ou faire la CCK, squeezer la vésicule biliaire qui va faire descendre plus de sel biliaire puis de bile. Donc, juste comme, on peut diminuer les graisses, mais c'est sûr que, tu sais, on va quand même en manger, on aura quand même besoin. Puis les tests paracliniques, ben, doser la sel biliaire dans les selles. Si t'en trouves, ben, c'est parce qu'il y a probablement une diarrhée cholérytique. La colite microscopique, c'est une colite, donc une inflammation, mais on la caractérise pas vraiment, on la met pas vraiment dans les inflammations parce que ça agit pas vraiment comme ça. Puis c'est microscopique, donc à l'œil nu, c'est normal, mais au microscopique, on voit des anomalies histologiques. Les types, tu as 2 types. Tu as une colite collagène puis une colite lymphocytaire. La colite collagène, tu as un épaississement anormal de couche de collagène qui est juste en dessous de la sous-muqueuse, ou juste en dessous de la muqueuse du côlon. Puis la colite lymphocytaire, c'est juste l'augmentation du nombre de lymphocytes dans la muqueuse, qui fait comme un allure bizarre. OK? Les signes et symptômes, hypokaliémie, ça veut dire une diminution de le potassium dans le corps. Déshydratation, donc tu vois, c'est ici. Diarrhée sécrétoire d'importance variable. Bon, sécrétoire. Pour la pathophysio, ben, c'est ça, voir les types, là. Ben, colite collagène, puis on a colite lymphocytaire. C'est ça, les 2 types. Le dysfonctionnement dans la muqueuse, le fait que c'est comme pas vraiment normal, là, perturbe l'absorption normale d'eau et d'électrolytes, non, plus d'eau dans les selles. Donc, c'est sécrétoire. Étiologie, on n'est pas vraiment sûr, mais potentiellement, c'est que c'est la maladie cœliaque, des maladies auto-immunes, les médicaments, ça peut être mené à comme cette anormalité-là au niveau des tissus. Puis le traitement, c'est vraiment de traiter la motilité. Donc, on va voir ça plus tard encore, mais le loperamide, qui est l'imodium à la pharmacie, diminue la motilité, donc donne plus de chance au corps de comme, pouvoir absorber les nutriments. Le bismuth, c'est le pepto-bismol. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'ils disent comme carrément que le bismuth a des effets antisécrétoires. C'est ce que j'avais vu. Puis la cholestéramine, on avait vu ça tantôt, là, c'était que c'est la résine, là, donc je pense que ça lie les selles biliaires. Peut-être que c'est juste lié d'autres choses qui font ça qu'il y a moins de... ça doit peut-être lier les nutriments qui n'auraient pas été absorbés proprement. Puis les antibiotiques divers, ben, ça dépend si c'est la cause de tel antibiotique, je pense. Puis pour des cas plus sévères, on peut faire une corticothérapie locale ou systémique, puis très sévère pour les immunosupprimés ou des immunosupprimants pour diminuer la réaction comme inflammatoire, I guess. Les anti-TNF ou rares de la chirurgie. Anti-TNF, c'est comme anti-inflammatoire, je crois. Ben, TNF, ça fait de l'inflammation. OK, là, on va regarder les médicaments vite. Donc, les agents antimotilité, c'est des opioïdes. 2 exemples qu'on voit souvent, c'est l'opéramide puis le diphénoxylate. Donc, l'opéramide, diphénoxylate. Le loperamide ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc la BHE, je crois. Donc, il n'y a pas de chance d'être dépendant là-dessus. Le diphénoxylate, oui, il va traverser la barrière. Donc, il peut avoir des effets sur le système nerveux central à forte dose. Donc, c'est juste, il faut faire plus attention avec ça, là. D'habitude, on prescrit le loperamide plus souvent. Les effets secondaires du loperamide, c'est la constipation, les crampes abdominales. Puis c'est ça, là, on donne milligramme initial en cette 2, comme je sais pas si c'est très pertinent, mais juste de savoir que c'est vraiment comme un loperamide important. C'est vraiment un médicament qui est important pour l'antimotilité. Puis utilisé fréquemment avec la diarrhée des voyageurs et la diarrhée aiguë sévère. Puis aussi IBS, puis colite microscopique, comme on a vu.
Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait, les agents antimotilité? C'est qu'ils diminuent la motilité de l'intestin. Donc, ça bouge moins vite pour qu'on donne vraiment la chance au corps d'absorber. IBS, parce que c'est vraiment un problème de motilité, là. Donc, c'est pour ça qu'on le traite avec la pyramide. Puis le diphénoxylate, il utilise plus avec la diarrhée chronique que j'ai vu. Mais un usage excessif peut mener à la constipation puis mégacolon. Mais c'est comme ça avec toutes les antimotalités. Si tu utilises trop, ben, comme ça va mener à la constipation qui est l'inverse de la diarrhée. Puis la posologie, c'est là aussi. Les substances intraluminales, eux, ils fonctionnent dans la lumière de l'intestin. Donc, comme le kaopectate, à la pharmacie, il est fait de kaoline et pectine, donc dans le nom. Eux, ils vont absorber les bactéries, les toxines, les fluides. Donc, ça va réduire le nombre de sels puis le contenu liquide. Donc, juste, basically, enlever tout ce qui est comme pas bon. Puis, plus souvent utilisés pour la diarrhée aiguë, sont moins efficaces que les antimotilités parce qu'ils peuvent causer des interactions médicamenteuses, surtout si on prend un médicament trop proche quand on a pris le kaopectate. Puis, effet secondaire de constipation, comme tous les autres. Puis, c'est la dose. Pepto-Bismol à la pharmacie, c'est ça. On ne sait pas plus que ça, qu'est-ce que ça fait, le bismuth, mais on sait juste que ça marche, qu'il y a un effet antisécrétoire, anti-inflammatoire, puis anti-infectieux. Puis on a la dose aussi. Puis le Questran, puis le Holistir à la pharmacie, c'est ça, le cholestéramine, c'est la résine qui échange les ions. Et puis les sels biliaires, puis aussi les toxines bactériennes, donc ça peut aider à ce niveau-là. Puis c'est ça, c'est le traitement des diarrhées qui sont induites par les sels biliaires, comme la diarrhée cholérétique. Puis on a les doses aussi. Il faut faire attention de ne pas trop prendre une haute dose parce que ça peut induire malabsorption des lipides et des vitamines liposolubles, comme le ADEK. On passe à la maladie de Crohn's. Maladie de Crohn, c'est aussi connu sous le nom de héliocolite granulomateuse, je trouve qu'il y a vraiment un bon nom parce que ça dit exactement qu'est-ce que c'est. Donc, héliocolite, ça veut dire que c'est l'inflammation du côlon et puis surtout au niveau iléal, donc l'ilium de l'intestin grêle. Donc, on voit vraiment que c'est comme discontinu, là. Il y a des spots partout, mais surtout comme dans cette région ici, puis cette région-là, qui est l'ilium. D'autres choses qu'on peut remarquer dans le dessin, la fistule, c'est la connexion qui devrait pas être là entre comme deux structures, due à comme une perforation. On a l'abcès, donc ça c'est une accumulation de pus dans un endroit, dans un, comme une petite, je sais pas comment on va dire, là, capsule, I guess. Ça peut plein de gross stuff, là, comme des bactéries, puis ça peut être vraiment comme pas bon, là. Surtout si ça burst, là, plein de bactéries, puis infections. Les signes et symptômes, celui-là, il a vraiment l'air comme fini, là. Premièrement, on voit qu'on a une diarrhée qui est un peu de sang, donc sanglante. Mais Crohn's, ça a l'air que c'est comme un peu moins sanglant parce qu'on pénètre beaucoup vraiment dans les couches. On reste pas à la superficie. Donc, c'est comme une brûlure qui détruit tous les vaisseaux sanguins. Il n'y a plus de sang qui saigne, là, comme ça. On est rendu trop loin. Donc, c'est un peu comme ça, là. C'est comme ça va trop loin. Mais il peut y avoir du sang, dépendamment de comment dit. On a des douleurs abdominales. On peut avoir des problèmes de foie. On peut avoir des douleurs aux articulations, des rashes cutanées. Et aussi, comme rarement, mais des problèmes avec des yeux, là. Donc, comme conjonctivite ou uvite ou glaucome. Donc, c'est juste de faire sûr que le patient peut bien voir, parce que là, sinon, ça peut signer d'autres problèmes. Mais on appelle ça des symptômes systémiques. Donc, c'est ça, j'avais dit. Douleur abdo, diarrhée sanglante, fistule, obstruction. Donc, c'est ça, les obstructions, ça peut être causé par plein d'affaires, là. Mais c'est une complication, surtout. C'est une diarrhée inflammatoire. Puis l'étiologie, c'est vraiment comme auto-immune. Ça peut être causé par la génétique. Puis là, comme c'est que c'est génétique, mais après ça, t'as des... comme des crises. Puis ça peut être causé par l'environnement, une infection, ou la théorie uniciste. La théorie uniciste, ça veut juste dire que ça peut être dû à tout. Puis c'est ça, comme j'avais dit, c'est surtout dans la région iléocolique. La pathophysio, c'est une inflammation granulomateuse. Je pense qu'on l'avait mentionné plus tôt, mais l'inflammation granulomateuse, c'est fait de granulomes. Granulomes, c'est comme des cellules mortes, des leucocytes. Je sais pas si c'est mortes ou non, nécessairement, mais ils entourent comme un pathogène qui est comme difficile à tuer, comme par exemple le C. diff ou le H. pylori, je crois aussi. Donc, t'as comme l'impression que t'as comme des petites graines partout.
Puis ça atteint toutes les couches de l'intestin. C'est ça. La maladie de Crohn, comme j'avais dit, atteint toutes les couches de l'intestin. Donc, ça descend vraiment pénètre. Là. Puis c'est discontinu. Donc, comme on a vu, c'est pas vraiment comme une... C'est pas vraiment comme... Genre, si ça aurait été plus continu, ça aurait été comme tout ça. Puis ça s'arrête. Mais là, ici, c'est comme t'as du spotting partout. Puis, tu sais, t'en as ici, là, t'en as plus, là, t'en as, comme... Donc, c'est discontinu. Puis, c'est ça se situe dans le côlon, puis dans le grêle, surtout dans la partie de l'iléum. Puis, ça peut être aussi à n'importe autre endroit du GI, du tube gastro-intestinal. Il y en a dans l'esophage, mais c'est vraiment rare, là. Comme je pense que c'est comme 5% là, de monde qu'il y en a là. Non, pas autant. C'est sténosant. Donc, sténosant, ça veut dire que ça fait des obstructions, ça bloque. Donc, ça peut créer le rétrécissement de la lumière intestinale parce que ça inflamme, puis ça peut causer des problèmes. La perforation due à la maladie Crohn's peut mener à une péritonite parce que là, on perfore, puis bactéries peuvent se rendre au péritoine, puis infecter ça. Les complications digestives, hémorragie, parce que tu aurais du saignement à cause des ulcères. Qu'est-ce qui est encore plus dangereux, c'est de ne pas savoir que ça saigne. Donc, ça serait comme un saignement à bas bruit. Mais là, tu checkerais comme le sang, là, le FSC, qui est la fameuse sanguine complète, puis voir que l'hémoglobine aurait descendu. Donc, on aurait une anémie. Ainsi de suite. On a l'obstruction du grêle côlon sur sténose, donc causée par l'inflammation, ou même avec du tissu fibreux, donc comme des tissus qui est non fonctionnel. Des fistules, comme on avait vu, des fistules, c'est comme des connexions. Ça fait en sorte que tu as des bactéries qui peuvent rentrer, puis bloquer, puis des bactéries qui se recirculent, ça fait des inflammations, c'est vraiment pas bon. Atteinte périanale, donc ça, c'est vraiment comme de l'inflammation dans l'anus, surtout, puis ça peut saigner, puis faire vraiment mal. Puis la tête buccale, le plus souvent qu'on voit avec la tête buccale, c'est les ulcères afteux. Donc, des personnes auraient des ulcères dans la bouche, donc ça peut être un signe. La dysphagie, odynophagie. Donc, dysphagie, ça veut dire la douleur quand la personne mange ou ingère de la nourriture. Puis odynophagie, c'est la... odynophagie, c'est la douleur quand on avale. Puis dysphagie, ça veut dire la difficulté, je pense. Ça, c'est si ça est dans l'œsophage. Puis on a un risque de néoplasie. N'importe quand parce que les cellules sont en train de se proliférer beaucoup, puis ça détruit souvent, comme, tu sais, ça c'est quelque chose de chronique, là. Ils font des cellules, les cellules se font détruire par le corps, là, parce que c'est auto-immune, puis ça continue. Il y a plus de risques que... le plus qu'on a de la mitose, le plus de risques qu'on a d'avoir des cancers, qu'une personne a pour avoir des cancers. Puis le marqueur, ce serait la CRP, donc la protéine C-réactive. L'effet du tabac sur la maladie de Crohn's. Donc, quand quelqu'un a Crohn's, d'habitude, on demande si il fume, puis on essaie de comme arrêter ça. Parce que le tabac est pas bon dans tout, là. Mais en gros, ça influence... Il y a plusieurs raisons pourquoi ça serait pas bon. C'est que, un, ça influence l'efficacité des médicaments qui sont pour Crohn's. Deux, ça peut contribuer au flare-up. Puis aussi, si quelqu'un fume, les symptômes de Crohn's pourraient juste comme apparaître plus tard. Qui fait en sorte que la personne comme aurait eu la maladie, puis ça cause des problèmes, et les symptômes vont juste venir après, qui va être comme un peu trop tard pour aider la maladie. Donc, le plus tôt qu'on peut voir le Crohn's, le mieux c'est, parce que le mieux ça peut être contrôlé. Donc, c'est ça comme retarde les symptômes qui peuvent faire plus de problèmes. Pour l'imagerie, coloscopie, des méthodes radiographiques comme le rayon X, le TDM, puis le RMN. L'aspect macroscopique, aussi, ça peut être le voir juste comme à la coloscopie, je pense, c'est ça que ça voulait dire. Le lavement barité, c'est rare, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que une personne boit comme un produit de contraste, puis là, fait des rayons X, puis voir un peu, comme, s'il y a du blocage, tu vas avoir plus de couleur à ce niveau-là. Donc, ça peut juste avoir parce qu'il y a du blocage. Aujourd'hui, on utilise plus l'entérorésonance puis le graphie. C'est très bien parce que c'est pas invasif. Puis, ça fonctionne très bien parce qu'ils peuvent vraiment bien voir le caractère inflammatoire et fibreux des lésions sténosantes. Échographie, c'est ça, c'est l'ultrason. Puis, entérorésonance, c'est comme... je pense que c'est comme une... Je sais pas si c'est une caméra nécessairement, mais ça serait comme IRM qui descend, puis là, il check. Ou peut-être par rapport... Peut-être c'est juste comme à l'extérieur. Un MRI. Pour les atteintes extralumières, donc qui sont pas dans la lumière, là, ça serait faire un CT parce que c'est mieux voir.
Puis le traitement, anti-inflammatoire, corticostéroïdes, immunosuppresseurs, puis antidiurétiques, comme le loperamide. Puis après ça, c'est vraiment juste de comme, parler à propos de la maladie, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de avoir ces flare-ups. Les effets, ça veut dire, comme la façon que je veux le dire ici, c'est comme, pourquoi est-ce que la maladie de Crohn's pourrait mener à une diarrhée? Ta diminution de capacité diminue par atteinte inflammatoire intestinale ou par résection du côlon ou grêle. Donc, c'est le fait que la capacité d'absorption diminue à cause de Crohn's, ça juste mène à comme une atteinte inflammatoire intestinale qui fait en sorte que ça va faire la diarrhée. 2, la pullulation bactérienne intestinale. Donc, le fait que le Crohn's, on avait vu tantôt que ça peut causer des sténoses, ça peut causer des fistules. Puis ça peut faire comme une augmentation de bactéries, la prolifération de bactéries dans l'intestin, qui fait en sorte que ça va causer des diarrhées. Puis la diarrhée cholérétique. Donc, c'est le côlon ou l'intestin grêle ne fait pas sa job d'absorption. Les selles biliaires ne vont pas être absorbées, puis ça va mener à une diarrhée cholérétique. Donc, maladie de Crohn, c'est plus comme une maladie qui est comme fait en sorte que la personne est plus prone à d'autres maladies qu'on va voir qui causent la diarrhée. C'est juste comme un step d'extra, ça détruit tôt là, l'intestin. OK. Donc, on avait vu Crohn's, on appelle ça une maladie inflammatoire de l'intestin, MII. Puis la colite ulcéreuse, c'est une autre MII. Puis ils sont assez proches ensemble, mais il y a quand même des choses qui les différencient. La colite ulcéreuse, on la nomme aussi la rectocolite ulcéro-hémorragique. Encore un bon nom. Rectocolite, ça veut dire l'inflammation du côlon et surtout du rectum. Comment du rectum? Monte au côlon. Puis ulcéro-hémorragique, donc saigne, puis à cause des ulcères. Donc, on voit déjà à l'aide de ce dessin ici que c'est déjà beaucoup plus continu que ce qu'on voyait avant. T'sais, avant, c'était comme, surtout ici, des spots, mais ici, c'est vraiment continu. Ça reste assez connecté. Aussi, l'autre chose de mentionner, c'est que ça reste aux couches plus superficielles. C'est pour ça que c'est plus sanglant, parce que ça frappe vraiment les vaisseaux sanguins, ça les tue pas complètement, donc il y a beaucoup de sang qui découle de ça. C'est une diarrhée inflammatoire, comme la maladie de Crohn. On a des selles fréquentes, on a du mucus, rectorragie, donc saignement dans le rectum. Ténèse, ça veut dire des fausses envies. La personne a vraiment besoin d'aller, puis là, finalement, il y a comme rien. Muqueuse friable. Donc, friable, c'est comme très fragile, très sensible. Ça ressemble un peu à l'image que j'ai ici. 33% des personnes ont des proctites. Proctite, c'est comme l'inflammation du... Je pense que c'est comme le rectum, l'anus, je crois. OK, anus et rectum, c'est ça que je croyais. Puis, un tiers des personnes ont une colite à gauche, puis un tiers des personnes ont une pancolite, donc tout le côlon. Fait que, tu sais, un tiers des personnes, c'est comme juste là. Un tiers des personnes, ça monte. Oups. Un tiers des personnes, ça monte. Puis l'autre tiers, c'est tout le côlon. Donc, quand on regarde la muqueuse, elle est friable, elle est érythémateuse, donc rouge, elle est friable. Elle est couverte de mucopus et érosion. Puis la forme sévère, c'est ça, ulcère. Puis ulcère, c'est comme un peu comme des petits trous là dans la muqueuse. Puis ça peut mener éventuellement à une perforation qui n'est pas bon ou même des fistules. La forme plus chronique, on a des parois qui sont cicatrisées, polypes inflammatoires ou pseudopolypes. Pseudopolypes, c'est comme des polypes qui sont fake, c'est vraiment juste fait de comme fibrose, je crois surtout. Fibrosie. Puis la pathophysio, c'est une inflammation chronique de muqueuse colique. Ça touche principalement le côlon, les couches superficielles de l'intestin. Puis ça débute du rectum, s'étend de façon continue. C'est juste ce que j'ai dit là. Les complications digestives, on a l'hémorragie colique. Donc, c'est comme trop de saignement, perte excessive de sang dans le côlon. Si
on a une perforation aussi, il y a comme trop de saignement, puis c'est pas vraiment pris. C'est pas traité. Une colite sévère, donc une inflammation, mégacolon toxique. Ça, c'est comme, je pense que c'est le pire, là. Mais ça, c'est une dilatation du côlon, donc comme vraiment grossissement avec colite sévère puis toxicité systémique. C'est très dangereux si c'est pas pris en compte, si c'est pas traité dès qu'on le voit. Puis néoplasie, donc cancer. Puis le diagnostic, c'est la coloscopie. Ça montre l'atteinte inflammatoire au rectum et qui s'étend. Donc, la meilleure chose de voir. La maladie cœliaque. OK. Fait que là, on a fini les maladies inflammatoires chroniques. Là, on passe à d'autres choses. La maladie cœliaque. J'ai montré cette... Je trouve que cette image-là est quand même assez représentative de ce qui se passe. La maladie cœliaque, c'est... désolé, je vais dire ceci. Donc, ça, c'est les villosités normaux dans l'intestin. Puis voici à quoi ça ressemble quand la personne a la maladie cœliaque. Pas encore traitée. Parce qu'une fois qu'elle se traite, là, elle ressemble plus à ceci. Donc, c'est une diarrhée stéatorée. Une stéatorée, c'est une difficulté à absorber des lipides. Donc, on se retrouve avec des lipides dans les selles qui flottent, puis qui a comme des taches de lipides partout. Puis, ici, spécifiquement, c'est une malabsorption. Donc, les diarrhées stéatorées, on peut avoir malabsorption ou maldigestion, mais ici, c'est vraiment malabsorption. Les marqueurs spécifiques, c'est ATTG, je l'avais mentionné au début, c'est l'anticorps antitransglutaminase. Puis lui, c'est vraiment un anticorps qui attaque, produit par le corps, qui attaque spécifiquement les entérocytes quand il y a du gluten qui se retrouve dans le corps. C'est ça. Le pathogène, c'est le gluten. Les signes et symptômes, diarrhée chronique, douleur abdo, donc chronique, c'est-à-dire plus que 4 semaines, douleur abdo et ballonnement, perte de poids, constipation parfois. Puis pour la diarrhée, c'est comme telle, sel graisse, pâle, malodorante, liquide, puis parce que les graisses ont des effets laxatifs qui augmentent la sécrétion d'eau. D'autres choses aussi, fatigue, anémie ferriprive, donc malabsorption de fer, ostéoporose, ostéopénie. Donc, ostéoporose, c'est comme l'affaiblissement des os. Ostéopénie, c'est comme, je pense que c'est vraiment faible ou quelque chose qui manque dans les os. Le calcium, pas assez de calcium dans les os, puis vitamine D, parce que la vitamine D aide à absorber le calcium. Puis éruption cutanée, donc la peau. Donc, c'est ça que j'avais dessiné ici. Ça, c'est les éruptions cutanées. Ça, c'est le ballonnement, gaz. J'ai pas mis gaz, mais ça arrive, là. Puis, diarrhée, puis douleur abdo. Examen paraclinique, ça serait le test pour checker le ATTG. Puis la coloscopie. La coloscopie, c'est surtout pour faire la biopsie, puis voir si à quoi ressemblent les villosités, puis le test génétique aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est transmis génétiquement. Traitement, il y a vraiment pas de traitement autre que le régime de gluten-free. J'assume que si c'est la diarrhée comme trop haute, quelqu'un peut prendre quelque chose de comme antidiarrhétique, mais vraiment, c'est parce que c'est le gluten qui cause le problème. Fait que si t'arrêtes pas le gluten, là, ça peut l'empirer, puis ça peut vraiment causer des problèmes dangereux. Donc, c'est vraiment important que la personne arrête le gluten. Puis, c'est ça, comme j'avais mentionné, les villosités reviennent à la normale. Fait qu'après que la personne arrête le gluten, tu pourrais pas vraiment dire qu'elle est cœliaque. Mais si tu sais qu'il mange plus du gluten, peut-être quelque chose à prendre en considération. Puis la pathophysio, c'est ça, c'est une maladie auto-immune génétique. Quand le gluten est ingéré, le corps forme des ATTG et attaque la muqueuse et les villosités, qui fait une malabsorption. Donc les graisses se retrouvent, puis plein d'autres choses se retrouvent dans les selles. OK, là on passe à autre chose. Le grêle court, c'est comme un syndrome. Ça peut être dû à une chirurgie, c'est des maladies. Ou ça peut être dû à quelqu'un juste qui naît avec un grêle plus court, donc c'est congénital. Donc la résection peut être plus grande
que 100 cm ou plus petite. Donc, ça, elle est plus petite que 100 cm. Ça veut dire qu'on a coupé moins de 100 cm. Je pense que c'est ça que ça veut dire. De grêle. Donc, l'intestin, le petit intestin. Ça peut entraîner une certaine malabsorption, mais généralement, c'est moins sévère qu'une résection qui est plus grande que 100 cm. Puis, la capacité d'absorption de l'intestin peut être suffisante pour répondre à les besoins nutritionnels de base. Donc, en gros, quand tu es en dessous de 100 cm, ça va pas vraiment causer un gros problème. Mais quand on est plus que 100, oui, ça cause des problèmes. Donc, ça va entraîner des problèmes significatifs de malabsorption parce que tu vas avoir des carences nutritionnelles. Tout va se retrouver dans les selles parce qu'ils sont pas capables d'être absorbés par le grêle parce que la partie où est-ce que ça devrait être absorbé est comme coupée. Donc, c'est ça le syndrome de l'intestin court. Puis, ça cause une diarrhée sécrétatorée. Puis ça, c'est en raison encore d'une malabsorption. Donc, ça, c'est pour les diarrhées sécrétatorées malabsorption. Maintenant, on va passer aux diarrhées sécrétatorées de maldigestion. La première, c'est la fibrose kystique. Un autre nom, c'est mucoviscidose. Donc, mucoviscidose, trop de mucus visqueux. Signes et symptômes. C'est la maladie du mucus visqueux. Donc, tu vas avoir des mucus dans les poumons. La plupart du temps, c'est ça, là. Puis une diarrhée saturée, donc maldigestion. Pour la pathophysio, c'est la mutation du gène CFTR, Cystic Fibrosis Transporter... Transporter Receptor? Transmembrane... Non, OK. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Receptor. Quand le gène est muté, la protéine qui va être formée aussi est altérée. La CFTR, c'est une protéine, un canal ionique, qui se retrouve sur la membrane apicale des entérocytes, pas des entérocytes, dans le pancréas, dans les poumons, dans beaucoup de places dans le corps, en tout cas. Puis, dans le pancréas, le problème, c'est que, d'habitude, les CL- vont sortir de la cellule. Quand je dis sortir, c'est pour rentrer dans la lumière du canal pancréatique. OK? Je peux me regarder le dessin, là, mais les CL-, d'habitude, ils devraient aller là-dedans. OK? CL-. Puis quand le CL- descend là-dedans, l'eau va le suivre. Fait que là, le mucus qui est ici va être pas vraiment visqueux, va être comme plus liquide. Mais, si le canal CFTR est comme brisé, on va pas avoir de CL- qui va descendre. OK? C'est bloqué. Puis quand c'est bloqué, l'eau ne va pas suivre. L'eau va rester comme là, genre. Fait que le mucus va être plus visqueux ici. Ça, c'est un problème parce que là, le mucus est visqueux. Il y a de la plus de misère à bouger. Il va être stock. Il va faire des bouchons de protéines aussi. Puis ça va faire en sorte que la cellule va faire... on va voir ça plus dans la pancréatite, mais ça va faire une pancréatite, là. Donc, c'est ça. Quand le mucus est plus visqueux, c'est plus prône à des infections bactériennes. Puis, c'est ça la fibrose kystique. C'est que l'altération de ce canal-là va vraiment causer des proliférations bactériennes. C'est pour ça que les personnes avec la fibrose kystique ont comme la difficulté à respirer parce qu'il y a trop de mucus dans leurs poumons. Fait que le traitement là-dedans, ce serait vraiment d'aller comme socker, faire un drainage bronchique. Puis donner des antibiotiques parce que... je vais arriver là. Donc, dans le pancréas, ça peut arriver comme que je l'avais montré parce que ça, c'est une cellule acinaire qui est dans le pancréas. C'est une cellule exocrine dans le pancréas. Ça peut aussi arriver dans les voies biliaires, dans les l'intestin grêle. OK, donc tu avais raison, dans les entérocytes, mais aussi dans les bronches. Donc, c'est ça la connexion avec le problème des poumons. Puis, dans le pancréas, spécifiquement, le mucus entraîne des bouchons protéiques qui empêchent le flot de sécrétion pancréatique exocrine. Donc, qu'est-ce que ça cause? C'est les enzymes qui sont supposées dégrader la nourriture dans l'intestin grêle, dans le duodénum, peuvent pas se rendre parce que le mucus est trop visqueux. Then, on va avoir un problème de maldigestion. Parce que les enzymes qui sont supposées digérer la nourriture sont pas capables de se rendre. Ils sont stock dans le canal parce que c'est trop visqueux. Le traitement, comme j'avais dit, c'est le drainage bronchique, puis antibiotique. Antibiotique parce que ça peut mener à une prolifération bactérienne. Puis drainage bronchique parce que si le mucus est trop épais dans
dans les bronches. Puis, on peut donner des suppléments d'enzymes digestives parce que ils n'ont pas les enzymes. Comme leur pancréas n'est pas capable de faire les bonnes enzymes pour se rendre dans le duodénum pour digérer. Donc, les enzymes qu'on donnerait, c'est des enzymes qui feraient la job. C'est un peu comme le lactase. Là. C'est l'enzyme qu'on donne pour donner pour qu'il dégrade le lactose. Là, ça serait pour dégrader les lipides, les protéines, les sucres. Un examen paraclinique, c'est pas le test de sueur. Donc, puisque le Cl- va pas dans le mucus, il y en a comme ça finit par trop en avoir dans le corps. Je sais pas comment ça se rend dans la sueur. Donc, la sueur est plus salée. Donc, tu fais le test de sueur, tu checkes la quantité de Cl-, ça va être plus haute. Si elle est plus haute, d'habitude, ça confirme la fibrose kystique. Puis, on peut aussi faire des dépistages prénataux s'il y avait un risque de transmission du gène. Donc, juste de savoir que l'enfant allait l'avoir. Pour la pancréatite chronique, là, on passe à la pancréatite chronique, c'est aussi une diarrhée stéatorée maldigestion. Assez similaire à ce qu'on avait avant. On avait la pancréatite aiguë. Donc, ici, c'est juste chronique, c'est plus long. Puis, les signes et symptômes, c'est la douleur du pancréas malade. Donc, encore insuffisance pancréatique exocrine. Il n'y a pas d'enzymes qui sont produites, donc stéatorée maldigestive. Les insuffisances endocrines, parce qu'on a la destruction des îlots de Langerhans. Donc, production insuffisante d'insuline. Donc, le glucose est aussi comme toutes sortes de directions. Puis, c'est ça, on a une douleur épigastrique qui irradie au dos, parce que c'est le pancréas. La patophysio, ça peut être la fibrose des îlots de Langerhans, qui fait en sorte qu'il y a des canaux dilatés. Non, désolé, ça n'a pas rapport. La fibrose des îlots de Langerhans, ça va détruire la partie endocrine. Les canaux dilatés, ça peut être la partie plus exocrine. Puis la présence de précipité protéique dans les canaux. Je pense que la pancréatite chronique peut avoir lien avec la fibrose kystique. Parce que si le mucus est trop épais, ça va faire des bouchons protéiques. Fait que ça peut mener à une pancréatite, je sais. Mais pancréatite chronique ne peut pas vraiment mener à fibrose kystique. Il faut vraiment qu'il y ait une mutation dans le gène. Puis aussi, infiltration inflammatoire chronique avec lymphocytes, plasmocytes, macrophages, zone de pancréatite aiguë, s'il y a une nécrose de l'acini, puis calcification par des bouchons protéiques. L'étiologie, cause, ça peut être l'alcool, ça peut être tropical, ça peut être héréditaire. Héréditaire, c'est qu'il y aurait une mutation du gène PRSS1 qui code pour la trypsinogène. Fait qu'une mutation de ce gène-là peut faire en sorte que la trypsinogène va s'activer trop tôt. Puis, comme on l'a vu dans la pancréatite aiguë, si l'enzyme, si la trypsinogène s'active trop tôt en trypsine, la trypsine va aller activer toutes les autres enzymes, puis ça va faire une cascade, puis toutes les enzymes-là vont aller détruire, manger leurs propres organes. CFTR, comme que j'avais dit tantôt, là, c'est la fibrose kystique peut mener à une pancréatite aiguë. Puis la mutation du SPINK1, ça c'est l'enzyme qui inhibe l'activation prématurée de la trypsine. Donc, encore, si il est muté, l'enzyme, la trypsine pourrait s'activer trop tôt. Dans les deux cas, c'est comme la trypsine qui s'active trop tôt, donc peut mener à une pancréatite. Puis métabolique, ça peut être hypercalcémie, donc trop de calcium, ça aussi, ça fait de la pancréatite. Probablement parce qu'il y a la calcification qui fait comme durcir, puis le stuff ne peut vraiment passer. On aurait comme du blocage. Obstructive, ça peut être comme du mucus ou d'autres choses. Je me demande aussi si obstructive, ça peut être en rapport avec comme les cholidocholithiases, comme ça vient bloquer souvent, puis quelqu'un ne résout pas vraiment ce problème, il pourrait avoir une pancréatite, là, s'il y avait vraiment beaucoup de pierres, de calcul. Puis auto-immune. Donc, pancréatite auto-immune, il y a type 1 puis type 2. Type 1, c'est une hausse dans les IgG4. Puis type 2, c'est des maladies inflammatoires de l'intestin. Comme Crohn's ou cholitulceuse. Bon, le traitement, trouver le phénomène causal, traiter la douleur. Donc, avec de l'analgésique, des analgésiques. Endoscopique, tu peux faire une procédure endoscopique ou chirurgique.
Pour le côté exocrine, ça peut donner de la lipase, 300 000 unités à chaque repas avec IPP, parce qu'on ne veut pas dénaturer la lipase. Donc, IPP fait en sorte que ça devient un peu l'acide. Puis, pour l'endocrine, ça peut être l'insulinothérapie. Donc, je donner des doses d'insuline pour faire sûr que le corps peut quand même réguler son sucre. Puis, les tests, ça peut être une plaque simple de l'abdomen, ça peut être un scan, donc un CT, IRM, CPRE, donc cholangio, pancréatographie rétroscopique. Non, rétrograde endoscopique. Ou une écho-endo. Dosage du trypsinogène et lipase. Puis, dans la situation chronique, ça va être très bas. Rappelons-nous, là, dans une situation où est-ce que c'est plus aigu, la lipase va être vraiment augmentée parce que au lieu qu'elle se rend comme pour digérer, elle va se trouver dans le sang. Puis là, c'est là où ça va être vraiment haute. Mais dans une chronique, c'est ça fait tellement longtemps qu'il y en a plus qui sont produites que ça va juste vraiment baisser. Il y en a juste plus qui est là. Puis trypsinogène aussi. Puis dosage de graisse d'en face. Si t'en trouves, ben, c'est pas vraiment spécifique, là. Ça peut être pour plein d'autres choses. Ça peut être la fibrose kystique, ça peut être cœliaque, puis toutes les autres affaires, mais c'est quand même une technique qui peut aider là, à sifter à travers les diagnostics. Puis là, on va voir l'inflammation chronique. J'ai dit voir Quizlet, puis absorption des nutriments aussi, voir Quizlet, parce que comme j'avais pas de temps pour tout écrire ça, donc vous pouvez aller voir dans mon Quizlet. J'ai ces deux comme flashcard set où vous pouvez aller sur AI puis demander des questions. Puis finalement, c'est le dernier. Ok, presque fini. La pullulation bactérienne du grêle. C'est l'augmentation des bactéries dans le grêle. Ça peut être une diarrhée saturée, maldigestion encore. Donc les signes et symptômes, c'est diminution de poids, perte de poids, inconfort abdominal, ballonnement, distension de l'abdos. La pathophysio, une augmentation de bactéries anaérobie et anaérobie. Je pense que c'est une augmentation de aérobie puis l'apparition de anaérobie qui a un effet néfaste sur l'absorption. Parce qu'ils vont aller déconjuguer les sels biliaires. Je pense qu'on l'avait vu dans l'épisode avant, là, quand je parlais de sels biliaires, que j'avais quand même fait une petite note, là, ici, genre. Puis j'avais dit que les sels biliaires les micelles pouvaient être déconjugués par les bactéries, qui fait en sorte que comme ça vraiment donne la misère à comme l'absorption. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Ils vont aussi aller atteindre la muqueuse puis faire une inflammation. Ils vont aussi consommer la B12, donc ça peut mener à une anémie que je dois me rappeler, il faut aller voir dans le macro puis micro, là. J'irai voir ça après. Donc, ils vont consommer la B12, les glucides, les protéines, puis c'est pas bon parce que là, au lieu que le corps les consomme, c'est les bactéries qui les consomment. Puis l'étiologie, c'est sténose. Les blocages de sténose. Ben, les sténoses, c'est des blocages, puis ça fait en sorte qu'il y a une prolifération bactérienne. Puis là, ils peuvent comme... N'importe quel temps où est-ce qu'on a un blocage, on a du mouvement qui ralentit trop, ça peut mener à une prolifération bactérienne, parce que c'est comme statique. Là. Ça bouge pas, puis ça les tue pas. Donc, les bactéries vont vraiment être opportunistes pour aller trouver ça à ces moments-là. Formation saculaire aussi, comme un abcès. Ils vont aller se former là-dedans. Diminution du périsalté. Encore, c'est ça, quand il y a moins de mouvement, les bactéries ont tendance à plus arriver là. C'est sûr que dans les lacs, il y a beaucoup de bactéries, parce que les lacs, ça bouge pas. Pas comme une rivière. Le traitement, c'est corriger le facteur causal. Donc, bactéries, d'habitude, c'est les antibiotiques qu'on donne. Pour les tests, ça peut être collecte de liquide duodénal par tubage ou endoscopie. Je pense que c'est vraiment juste d'aller voir comme s'il y a des bactéries là-dedans. Ça serait de checker. Ensuite, finalement, le syndrome du côlon irritable, aussi connu sous le nom de IBS, qui est le Irritable Bowel Syndrome. Mais en français, on aime plus le nommer le syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est vraiment le côlon. Ou encore, la colopathie fonctionnelle. Donc, juste savoir que ça peut être n'importe quel de ces trois noms-là. Les signes et symptômes, ce serait des douleurs abdominales, crampiformes et des diarrhées. OK.
diarrhée, maintenant, ça peut être soit une alternance entre diarrhée ou constipation, donc changer, ou il y a du monde qui a juste la diarrhée ou du monde qui a juste la constipation. Mais quand on a une alternance entre les deux, là, d'habitude, le diagnostic qu'on pense, c'est le syndrome du côlon. Le ballonnement abdos aussi. Donc, sentir qu'on est comme, tu sais, vraiment ballonné dans le ventre, muqueuse dans les selles, sensation de vidage incomplète. Ça peut aussi être accompagné avec de la dépression, des maux de dos, céphalée, donc toutes sortes d'affaires. C'est vraiment, ça peut être systémique. Ouais. Pour la pathophysio, c'est des facteurs génétiques. On a deux théories. Donc, un, c'est la théorie de motrice. C'est que tout bouge trop vite. Donc, le corps a pas assez de temps d'absorber parce que ça bouge trop vite. C'est ça qui fait en sorte que tu aurais trop d'affaires dans les graisses, qui fait... j'avais même pas mis là, mais c'est une diarrhée... c'est une motilité. Je vais l'écrire avant que j'oublie. On verra ça dans la couleur... Non. Donc, motilité. Donc, diarrhée. Bizarre, j'avais oublié de mettre ça. Donc, c'est une diarrhée qui est causée par une augmentation de motilité. D'habitude, c'est ça qu'on dit. C'est une dysmotilité, là. L'autre théorie, c'est des théories de hypersensibilité. Fait que c'est que... OK, puis juste avant de passer, pour la théorie motrice, ils disent que les crampes viennent parce qu'on a trop de contractions intestinales parce que ça bouge trop vite. Pour la théorie hypersensibilité, c'est en train de dire non, ben, ce qui se passe, c'est normal, mais ces gens-là sont trop sensibles pour la douleur. Fait qu'est-ce que la douleur qui aurait été normale, pour eux, c'est comme beaucoup plus sensible. Fait que la douleur qu'ils ont, c'est vraiment juste qu'ils sont trop sensibles. La diarrhée, maintenant, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient dire par rapport à la théorie hypersensibilité. Pour le traitement, c'est low FODMAP diet. FODMAP, c'est fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols. Donc, la raison qu'on veut pas manger des nourritures qui sont fermentables, c'est parce s'ils sont fermentables, les bactéries dans l'intestin vont aller les manger, puis faire plein de gaz, puis ça va déranger. Fait que ça ressemble comme tous les sucres, là. Puis polyols, je sais pas vraiment ça, qu'est-ce que ça c'est? C'est... groupe hydroxyle, I guess. On va voir quel genre de nourriture que c'est. C'est vraiment comme des sucres, là. Je pense que ça a vraiment plus rapport des sucres. Mais des sucres, ça peut aussi être comme des glucides. Ça peut inclure comme les pains et tout ça. Donc, c'est juste de voir comme qu'est-ce qu'ils mangent. Ça peut être la réassurance aussi. Parce que le monde est stressé avec ça. Tu sais, maintenant, il y a quelque chose qui vont comme faire en sorte qu'ils pourraient pas manger tout ce qu'ils voulaient avant. Puis en diarrhée, c'est vraiment dérangeant. La diarrhée, ça peut être vraiment comme stressant. Constipation, ils ne savent jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis aussi, ça peut être traitement pharmacologique. Donc, c'est donner quelque chose pour la diarrhée ou donner quelque chose pour la constipation. Puis pour les tests, il y en a vraiment pas, là. L'IBS, c'est plus un... Je sais pas qu'est-ce qu'est le mot, mais un diagnostic exclusif. Donc, si c'est rien d'autre, là, ils vont dire, ben, c'est probablement ça que c'est. Puis là, ils vont le traiter comme que c'est... Mais il n'y a pas vraiment une façon de diagnostiquer le IBS. C'est ça qui est comme spécifique avec. Ouf! Donc ça conclut notre tour là-dessus. J'espère que ça a été utile. Puis, ouais, on se verra à la prochaine qui sera MSP 112, j'espère.